Hommes-femmes, des rapports opposés entre les États-Unis et la France. Claire Levanzon. Ah, l'Amérique puritaine. Le fameux pays où vous allez au tribunal si vous faites un compliment sur la jupe de votre collègue. La caricature a été répétée aux premiers instants de l'affaire DSK. Un réflexe culturel qui est rapidement remonté à la surface. Dans l'Amérique puritaine, on tolère infiniment mieux les jeux d'argent que les plaisirs de la chair, écrivait le conseiller général PS Gilles Savary, tandis qu'un blog de rue 89 renchérissait. Espérons que, après cette affaire DSK, le puritanisme américain et leurs méthodes de traque sexuelle des élus ne viennent pas contaminer la France. Il ne s'agit pas de dire qu'une certaine culture française de glorification du grand séducteur est responsable de l'agression sexuelle présumée du faux Sofitel, mais il est intéressant de voir comment les réactions des deux côtés de l'Atlantique ont révélé des seuils de tolérance au sexisme assez différents. Le harcèlement sexuel à l'américaine, une discrimination. À entendre certains commentaires sur le puritanisme américain, on a l'impression que les lois contre le harcèlement sexuel ont été inventées par des pasteurs rigoristes qui diabolisent le sexe. Pourtant, aux États-Unis, les principaux opposants au féminisme sont justement des conservateurs religieux qui se fondent sur la Bible pour soutenir l'inégalité traditionnelle entre les sexes. Les lois contre le harcèlement sexuel au travail sont considérées comme des outils de lutte contre les discriminations et elles ont été initialement introduites dans le fameux Civil Rights Act de 1964. On distingue deux types de harcèlement sexuel aux États-Unis. Lorsqu'un supérieur vous pénalise si vous refusez ses avances sexuelles et autres abus de pouvoir, ou lorsque des comportements à caractère sexuel de la part d'autres employés créent un environnement de travail hostile et dégradant. Durant ces procès, les plaignantes décrivent souvent un quotidien fait d'insultes et de coups de téléphone obscènes, d'envois de photos pornographiques ou d'attouchements. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut que la plaignante ait fait savoir qu'elle voulait que ces actions s'arrêtent. Sinon, il ne s'agirait que de petits jeux consensuels entre collègues. L'étroite définition du harcèlement sexuel à la française. Le Code du travail et le Code pénal français ont une définition plus étroite du harcèlement sexuel, expliquée comme le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Selon la juriste Catherine de Maguérès, ancienne présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes, l'AVFT, il est plus difficile de mettre en cause la responsabilité de l'employeur en France, car les conseillers prud'hommes sont peu formés à la recherche de la preuve dans ce domaine et dubitatifs face à la réalité dénoncée par la salariée. L'avocate Claudia Canini précise que de plus en plus, les juridictions prud'homales condamnent sur le fondement de l'obligation de santé de l'employeur qui est responsable de santé mentale et physique de ses employés. Des condamnations plus faibles en France. Aux États-Unis, les employeurs qui auraient laissé passer des comportements de harcèlement et laissé s'installer un environnement hostile doivent parfois payer des dommages compensatoires très élevés. Pour échapper à cette lourde dépense, les directeurs des ressources humaines encouragent les employés à rapidement faire part des comportements qui pourraient poser problème. En France, ce mécanisme de dissuasion joue moins fortement et les condamnations sont plus faibles. Par exemple, au pénal, un chef d'entreprise qui avait exercé une pression quasi quotidienne pour avoir des relations sexuelles avec une employée, avec attouchements répétés, a été condamné à une peine de 4 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. De même, les employeurs jugés responsables payent des montants moins élevés. Une dizaine de milliers d'euros en France pour un cas de harcèlement sexuel avec attouchement et violence. Aux États-Unis, les compensations atteignent rapidement des centaines de milliers d'euros. Depuis que la directive européenne a été transposée en mai 2008, coexiste une autre définition du harcèlement sexuel comme discrimination, plus proche de la loi américaine, mais cet article de la loi n'a donné lieu à aucune jurisprudence. Face aux accusations de puritanisme, les juristes américains répliquent qu'avant tout, l'idée de ces lois est que les femmes doivent obtenir du pouvoir au travail, non pas en jouant sur leur sexualité, mais grâce à leur capacité à bien faire leur travail, explique Catherine Frank, professeure de droit à l'Université de Columbia. La drague au bureau n'a d'ailleurs pas été éradiquée, et ce n'est pas le but. Selon un sondage publié sur CNN en 2004, 47% des personnes interviewées avaient déjà couché avec un collègue. Deux définitions du sexisme et du féminisme. Au-delà du droit, un éventail plus large de comportements est considéré comme sexiste par l'opinion publique et les médias américains. La différence est notamment due à la plus grande influence des féministes dans le milieu universitaire et juridique. Pour de nombreuses Américaines,
Le fameux homme qui aime un peu trop les femmes, c'est plutôt un homme qui ne les respecte pas. L'attitude française, elle, est en partie liée à une tradition intellectuelle qu'a examinée l'historienne de Princeton, Joanne Scott. Celle-ci soulignait récemment dans le New York Times que pour certains historiens et sociologues français, l'alternative à l'égalité entre les sexes est l'acceptation d'un jeu de différences érotisées. L'idée est que la femme acquiert du pouvoir en étant désirée par les hommes et que grâce à cela, elle parvient à rééquilibrer le rapport de force. Scott ajoute que pour ces intellectuels, elle cite Claude Habib, Mona Ozouf et Philippe Reynaud, le féminisme est vu comme un apport étranger, en décalage avec les mœurs françaises. Le modèle défendu est celui de la galanterie française, à distinguer du combat égalitaire des féministes américaines accusées de forcer les femmes à nier leur féminité. Pour ce courant, il s'agit d'opposer le commerce heureux entre les sexes à la judiciarisation excessive des rapports aux États-Unis. Ce discours, à l'exception française, a d'ailleurs été construit en réaction à la politisation des questions sexuelles aux États-Unis à partir de la fin des années 80, souligne le sociologue Éric Fassin. Les rapports hommes-femmes à la française. Dans plusieurs interviews tirées de La Séduction, How the French Play the Game of Life, le nouveau livre d'Hélène Sciolino, journaliste au New York Times, on entend des discours qui font écho à la conception des rapports hommes-femmes à la française. Une chef d'entreprise interrogée explique ainsi que les femmes utilisent la séduction comme une arme pour se défendre contre le machisme des hommes. Beaucoup critiquent la vie de bureau dite à l'américaine, le travail sans séduction, quel ennui. Peu semblent s'inquiéter du fait que trop de flirt pourrait créer le risque de ne pas être pris au sérieux. Les Français ont tendance à glorifier le jeu de la séduction, là où beaucoup d'Américains y verraient un risque de dynamique d'objectification et d'abus de pouvoir. De même, de nombreuses femmes interviewées dans le livre n'étaient pas gênées par les remarques que les hommes se permettent de faire en public sur leur physique. À Paris plus qu'à New York, les femmes sont sujettes à des sifflements, des petites remarques, voire à des mains baladeuses. Une journaliste anglaise écrivait récemment dans The Telegraph qu'elle s'était vite lassée des messieurs qui la complimentaient sur son anatomie. Une des pépites du livre de Sciolino est une interview avec Valéry Giscard d'Estaing, à l'issue de laquelle l'ancien président touche brièvement les fesses de ça m'a tellement choqué que ça m'a déstabilisée. À l'issue de laquelle l'ancien président touche brièvement les fesses de l'assistante de la journaliste. 2 fois. Le discours de l'exception française. Plusieurs fois avant le scandale du Sofitel, le discours de l'exception française avait été utilisé par les journalistes françaises qui tentaient d'expliquer aux anglo-saxons pourquoi les problèmes de Dominique Strauss-Kahn avec les femmes n'influenceraient pas l'élection présidentielle de 2012. Dans un article de The Guardian, une journaliste citait, entre autres, les accusations de violence entre Tristan Banon, mais insistait avec fierté sur le fait que les femmes françaises ne s'arrêteraient pas à cette réputation de queutard. Certes, poursuivait l'article, Dominique Strauss-Kahn ne serait pas le favori des féministes, mais les autres femmes ne lui en tiendraient pas rigueur. L'idée sous-jacente est que les femmes françaises font preuve de plus de force et de maturité en tolérant certains comportements sexistes. De même, suite à la liaison de Dominique Strauss-Kahn avec une collègue du FMI en 2008, une autre journaliste française expliquait, toujours dans The Guardian, que l'économiste hongrois était probablement mal préparé car elle n'avait jamais travaillé en France, que l'économiste hongroise était probablement mal préparée car elle n'avait jamais travaillé en France, sinon elle aurait reconnu DSK comme un séducteur français typique. L'affaire DSK pourrait faire bouger les normes. À l'époque, l'enquête n'avait pas donné raison à Piroska Nagy, qui évoquait un abus de pouvoir de la part de son supérieur. Encore une fois, ce qui sous-tend le raisonnement de l'article, c'est que la jeune économiste aurait dû pouvoir adroitement gérer ce grand séducteur. On retrouve l'idée que les femmes doivent savoir naviguer au gré de ces pressions, sans se reposer sur un règlement spécifique. Le problème, c'est que ce genre de discours peut permettre de justifier qu'on ne prenne pas au sérieux les abus de pouvoir et le harcèlement. Après les récents événements de New York, ce type de discours passera probablement moins bien.